Ça dure pendant une semaine. La dernière fois, c'était en juillet à Bruxelles. Là, ça va être la semaine prochaine à Washington. Eh bien, il y a des réunions du comité 207 avant et après chaque session. Et les négociateurs européens viennent expliquer ce que leur ont dit les négociateurs américains, et ils informent les gouvernements et ils posent des questions. Par exemple, après la session de juillet, les Américains ont dit aux Européens, nous, on ne veut plus les AOP, les AOC, c'est-à-dire les indications géographiques protégées. Pour le vin, pour le fromage, pour toutes sortes de choses. Et donc, les négociateurs européens ont demandé aux représentants des 28 gouvernements, qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est la réaction que nous allons devoir donner à notre prochaine session de négociation? Il y a donc une véritable interaction. Et il est complètement faux de dire qu'on ne sait pas ce qui se passe dans la négociation, qu'on est tenu à l'écart. Voilà. Donc, la négociation a commencé le 8 juillet, au moment où on apprenait qu'on était espionné. L'espoir des négociateurs, c'est d'en finir à la fin de l'année prochaine, en décembre 2015. Bien. Voilà, maintenant vous savez tout sur la manière dont ça se passe. On va entrer dans le vif du sujet et on a un article 7 qui nous donne l'objectif général de cet accord. Qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, c'est que on va accroître le commerce et l'investissement en exploitant quelque chose qui jusqu'ici ne l'a pas été, c'est le potentiel d'un véritable marché transatlantique qui provoquera, ils le disent, de la croissance et de l'emploi. Comment? Grâce à un accès accru au marché. Ça, c'est une expression de l'OMC. L'accès au marché, c'est l'intitulé d'un des 3 grands accords que gère l'OMC. Comment aussi par une plus grande compatibilité de la réglementation. Nous allons y revenir. Nous allons y revenir, mais vous avez là l'énumération des grands objectifs, et vous aurez noté qu'à la fin, on fait mention de définition de normes mondiales. C'est donc bien ça, puisqu'on a échoué à l'OMC à imposer nos vues, si nous formons un bloc Europe-États-Unis, il sera tellement puissant qu'il sera en capacité d'imposer des normes au reste de la planète. C'est dit là en toutes lettres. Bon. Maintenant, à quoi va s'appliquer cet accord? Alors là, nous avons des articles qui sont très clairs. J'ai envie de dire, pas seulement aux États. Mais pour parler belge, à l'État fédéral, aux régions, aux communautés, aux provinces et aux communes, à tous les niveaux. Et vous avez là 3 articles qui le précisent. D'abord un article général, l'article 4, qui dit à tous les niveaux de gouvernement, l'article 23 où on indique aussi que ça concerne les municipalités, l'article 24, vous voyez, je l'ai mis en rouge, national, régional et local. Donc, il y a dans les objectifs de cet accord des dispositions qui concernent pas seulement l'État au sens du Royaume de Belgique ou de la République française, mais aussi toutes les subdivisions qu'on peut connaître dans chacun des pays. En Allemagne, c'est la République fédérale et les Länder. Ben, chez nous, vous savez ce que c'est. Voilà. Quels sont les 5 grands objectifs du mandat européen? Parce que ce que je vous présente, ce n'est pas ce que les États-Unis demandent, même si on le sait, même si on sait que c'est à peu près du pareil au même, mais ce sont les 46 articles du mandat européen, c'est-à-dire ce que souhaitent nos gouvernements. Appliquer intégralement les accords de l'Organisation mondiale du commerce. Donc faire ce qu'on n'a pas pu faire avec le cycle de Doha. 2, rendre compatibles les normes en vigueur aux États-Unis avec celles qui sont en vigueur dans chacun des 28 États de l'Union européenne. 3, enlever aux tribunaux officiels le pouvoir de trancher tout conflit sur des normes entre firmes privées et pouvoirs publics et confier cela
à quelque chose qui s'appelle un mécanisme de règlement des différends. 4. Là, on est dans la conception classique d'un accord de libre-échange, supprimer les droits de douane entre les États-Unis et l'Union européenne. 5. Rendre inutile tout amendement au texte. Il y en a qui appellent ça un accord vivant. Mais on va y revenir. On va repasser maintenant chacun des points en détail. Appliquer complètement les accords de l'OMC. Eh bien, on a 2 articles qui le disent. L'article 2, l'article sera ambitieux, global, équilibré et pleinement compatible avec les règles et les obligations de l'OMC. L'article 3 prévoira la libéralisation, donc la mise en concurrence, du commerce des biens et des services, ainsi que des règles sur les questions en rapport avec le commerce. Quelles sont les règles qui ne sont pas en rapport avec le commerce, avec un haut niveau d'ambition d'aller au-delà des engagements actuels de l'OMC. Il s'agit donc bien de réaliser ce qui n'a pas été possible à l'intérieur de l'OMC, de le faire entre le bloc des États européens et les États-Unis. Petit rappel pour ceux qui auraient oublié de quoi il s'agit. Les accords de l'OMC, c'est 3 paquets. L'accès au marché. Vous vous rappelez l'article 7 ? La méthode qui va être utilisée, avec déjà une série d'accords sectoriels qui ont été pris à l'OMC sur l'agriculture, sur les réglementations sanitaires, sur les produits agricoles, sur les textiles, les vêtements, les mesures anti-dumping, etc., etc. 2, l'accord général sur le commerce des services, la GCS. Et vous savez comme moi que les services, c'est beaucoup de choses. Nous sommes éclairés, c'est une activité de service. Peut-être ce matin, quand vous vous êtes levé, je ne veux pas être indiscret, hein, mais la première chose que vous avez faite, c'est justement d'éclairer votre chambre. Et le premier geste, donc, que vous avez fait, c'est de faire appel à une activité de service, la distribution d'électricité. Si vous êtes passé dans votre salle de bain, eh ben oui, en tournant le robinet, vous faites appel à la distribution d'eau. Si pendant que vous faisiez votre toilette, vous écoutiez les nouvelles, l'information, c'est une activité de service. Si après ça, il fallait conduire les gosses à l'école en prenant un bus, un tram, un train, que sais-je, ben les transports, c'est des activités de service, l'école, c'est des activités de service. Si vous deviez aller à l'hôpital, la santé, c'est une activité de service. Regardez tout ce que vous avez pu faire jusqu'à présent et tout à l'heure. Encore une fois, je ne me mêle pas de ce qui ne me regarde pas, mais avant de vous endormir, et vous éteindrez, et le dernier geste sera de faire appel, encore une fois, à une activité de service. À l'OMC, on a fait une nomenclature. Il y a 12 secteurs et 160 sous-secteurs. D'ailleurs, vous pouvez vérifier. Vous faites www.omc.org. Alors, petit conseil d'amis, avant de cliquer, prenez un tube d'aspirine, parce que les 22 500 pages d'accord arrivent. Et si vous faites AGCS, vous allez trouver les 12 secteurs. Là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? Transport, énergie, finance et assurance, éducation, santé. J'ai dit énergie, enfin, il y en a 12. Il y en a 11. Et le 12e, c'est divers. Comme ça, tout ce qu'on n'a pas mis dedans, on tombe sous le coup de l'accord. Et si vous allez dans un des 160 sous-secteurs, ben, prenez éducation, vous avez tout ce que vous pouvez trouver en matière d'enseignement, depuis la pré-maternelle jusqu'à Bac plus 18, et tout ça est énuméré, et le dernier point, c'est divers. Autrement dit, la volonté, c'est d'appliquer cet accord de privatisation des activités de service à tous les niveaux d'enseignement, au terme de séries de négociations successives. C'est ça les services. Alors, on a déjà des accords, d'ailleurs on en connaît, vous avez vu pour le grand bien des consommateurs ce que ça a donné, la libéralisation du secteur de l'énergie. On nous disait que c'était pour faire baisser les prix pour les consommateurs. Vous connaissez une mise en concurrence de la distribution d'énergie qui se soit traduite par une baisse du prix aux consommateurs? Troisième grand accord, les droits de propriété intellectuelle, c'est-à-dire d'une part les copyrights, les droits d'auteur, et d'autre part les brevets, j'y reviendrai. Quels sont les objectifs des accords de l'OMC, puisqu'il s'agit de les appliquer complètement?
éliminer tous les obstacles à la concurrence dans toutes les activités en rapport avec le commerce, qu'il s'agisse du commerce des biens, du commerce des services, des investissements ou des marchés publics. Qu'est-ce qu'on appelle obstacle? Alors, dans le jargon des accords de l'OMC, ça se traduit par barrière non tarifaire qu'on trouve dans la constitution d'un pays, dans ses lois, dans ses réglementations, et qui fait normes. Normes sociales, normes environnementales, normes fiscales, normes sanitaires, normes alimentaires, normes environnementales, normes techniques. Comment peut-on éliminer ces obstacles? Soit par les séries de négociations successives à l'intérieur de l'OMC où il faut l'unanimité, soit par un traité comme celui-ci. Conséquence, jusqu'ici, c'était dans le cadre de l'OMC. Et quand un pays disait, moi, je veux pas qu'on touche à la santé, je veux pas qu'on touche à l'enseignement, on n'y touchait pas. Parce qu'il fallait, c'est ce qui s'appelle un engagement, qu'un pays décide de faire appliquer les accords de l'OMC à tel ou tel type d'activité. Donc, il y avait encore une maîtrise de nos gouvernements. Mais avec cet accord-là, on la perd, cette maîtrise. Il va y avoir d'abord un alignement sur les engagements que les États-Unis ont pris, et vous savez que c'est le pays qui libéralise le plus, en particulier dans le domaine de la santé, de l'enseignement, des assurances. Il faut savoir aussi qu'on va, dit à un moment le texte, harmoniser les normes sociales. Nous avons, vous savez qu'il y a une très vieille institution internationale qui s'appelle l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Elle a été créée après la Première Guerre mondiale, et c'est intéressant parce qu'on y retrouve les États, les patrons et les syndicats. Et on y négocie ce qu'on appelle des conventions sociales. Il y en a aujourd'hui 199, dont 8 sont extrêmement importantes puisqu'elles fondent les libertés syndicales. Le droit de créer un syndicat, le droit d'adhérer à un syndicat, les droits des activités syndicales sur les lieux de travail, tout ça, c'est dans des textes. Ces textes-là, nous, les pays de l'Union européenne, nous les avons signés, ratifiés, intégrés dans notre droit. À l'exception de 2, les États-Unis n'en ont signé et ratifié aucun. Et on va rendre compatibles les normes sociales entre les pays de l'Union européenne qui ont ratifié les conventions sociales de l'OIT et les États-Unis qui ne l'ont pas fait. Je pourrais vous dire aussi d'ailleurs qu'en matière d'environnement, vous le savez aussi bien que moi, nous avons ratifié le protocole de Kyoto, les États-Unis pas. Nous avons ratifié la Convention de Rio sur la protection de la biodiversité, les États-Unis pas. En matière culturelle, nous avons ratifié la Convention de l'UNESCO sur la protection de la diversité culturelle et linguistique, les États-Unis pas. Et on va harmoniser les normes. En plus, les accords de l'OMC interdisent des limites aux droits des entreprises de s'installer où elles veulent. Mais ça, on va y revenir à propos de l'investissement. On arrive d'ailleurs au deuxième objectif, la compatibilité des réglementations. Et là, on a un article général. Mais vous avez vu, on ne parle plus de barrières non tarifaires, on parle d'obstacles. Parce que dès à présent, c'est considéré comme des obstacles. Donc, on va essayer d'avoir un haut niveau de compatibilité de la réglementation en matière de normes. Ça, c'est le texte officiel. Maintenant, il y a la pratique. Parce que ceux qui suivent ce genre d'activité, ce n'est pas le premier traité de libre-échange nouvelle manière. Et nous savons très bien qu'on n'essaye pas de trouver un niveau moyen, mais qu'on essaye d'aller vers le plus petit dénominateur commun. Pourquoi? Parce que qui c'est qui est derrière les gouvernements? Les firmes privées. Si vous imaginez que l'objectif, c'est d'avoir un marché unique, qu'est-ce qu'elles veulent, les firmes privées? Le moins de règles possible, le moins de normes possible. Et donc, ce qu'on va rechercher, ce n'est pas essayer de trouver un moyen terme, un compromis.
entre les règles en vigueur ici et les règles en vigueur là-bas. Non, on va rechercher le plus petit dénominateur commun. Avec aussi des astuces qui s'appellent la reconnaissance mutuelle. Alors moi, dans les textes, je me méfie toujours des pièges à con parce que je n'aime pas être le con. Ça, c'est un piège à con. Qu'est-ce que c'est la reconnaissance mutuelle? C'est, je reconnais les règles qui s'appliquent chez toi et tu peux les appliquer chez moi. Mais comme souvent les règles qui s'appliquent chez toi sont moins contraignantes, plus laxistes que celles qui s'appliquent chez moi, donc moi j'irai chez toi. Ça ne vous rappelle rien? C'était dans la proposition Bolkestein. C'est le principe du pays d'origine. C'est ce qui fait qu'on emploie aujourd'hui des gens de l'Union européenne, mais avec le régime salarial du pays d'où ils viennent, la Roumanie, la Pologne, la Hongrie. Ben, ça va être mis en vigueur entre les États-Unis et l'Union européenne si cet accord passe. Alors, il y a 3 grands domaines où le texte du mandat européen est précis. Premier domaine, les mesures sanitaires et phytosanitaires. De quoi parle-t-on? On parle de la santé des humains, des animaux et des plantes. Il y a un accord déjà là-dessus à l'OMC et on a un accord vétérinaire déjà avec les États-Unis, entre les États-Unis et l'Union européenne. Donc ça, c'est la base. Mais regardez ce qui suit, et ça, c'est dans le texte européen, où on dit que les protections devront être basées sur des preuves scientifiques. Mais c'est pas ce que nous disons. C'est ce que les Américains disent. Mais ça, c'est le texte européen. Quand on a interdit le bœuf aux hormones de croissance, quand on s'oppose aux OGM, quand on s'oppose aux porcs élevés à la ractopamine ou aux poulets chlorés, nous, on dit on veut pas. Les Américains disent ça, c'est du protectionnisme, ce n'est pas fondé scientifiquement. Donc, vous devez accepter nos poulets chlorés. Encore une fois, on n'en meurt pas, disent-ils. Mais le texte que je vous montre, c'est celui de nos gouvernements, c'est celui des Européens. Alors moi, je ne sais pas si vous trouvez ça normal, mais moi, quand on m'a appris à négocier, on m'a toujours dit, tu ne dois jamais te mettre sur le terrain de celui avec qui tu négocies, parce que tu lui offres 50% déjà de ce que tu veux négocier. Ce sont les Européens qui reprennent l'argumentaire américain sur les preuves scientifiques nécessaires. On est protégé, hein? En plus, moi, je voudrais quand même faire une réflexion. Est-ce qu'il faut désormais une preuve scientifique pour justifier de nos choix?